Bertrand, tu veux poser une question? Qui pose une question? Oui, parce que je voyais qu'il se levait. Ah, il y a une question en bas ici. Après, puis. Donc il y a ici un étudiant, ensuite il y aura Jean-Marie Bouquet. Voilà, hop. Bonsoir. Je suis Victor Arnaud, je suis étudiant ici à la Sorbonne en master. Je voulais savoir, lors de son discours à la Sorbonne, le président de la République avait parlé d'une volonté de créer une culture stratégique commune en Europe. 1 an et demi après, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Et dans le même thème, qu'est-ce que vous pensez des initiatives européennes d'intervention lancées cette année par le président de la République? Très bien, merci. Il y a une autre question par là, je pense. Là, Jean-Marie, oui. Qui c'est? Dominique Boquet, bonjour. Dans le débat sur la volonté européenne à espérer un jour, le mot Allemagne n'a pas été beaucoup prononcé. Et je crois que c'est quand même une partie du sujet, dans la mesure où l'Allemagne est un pays qui a quelque part neutralisé sa volonté de s'affirmer politiquement après la guerre, et qu'on a aujourd'hui un débat franco-allemand avec 2 patriotismes tronqués. La France a un patriotisme politique, mais elle n'a pas de vrai patriotisme économique, c'est-à-dire qu'elle laisse dériver sa situation économique sans voir que ça compromet beaucoup son influence à terme. Et l'Allemagne, à l'inverse, a du mal à... Même l'Allemagne réunifiée, même l'Allemagne adoubée par l'Europe, même l'Allemagne amie de la France, a du mal à avoir une vision politique. Et elle a tendance à vouloir une Europe qui soit une grande Suisse, notamment parce que, même si elle est consciente des enjeux mondiaux, plus que la Suisse, elle a toujours du mal à sacrifier son économie. On le voit bien sur un certain nombre de sujets, y compris sur les sujets de guerre commerciale, où elle est moins offensive que la France. Et donc, est-ce que le sujet pour l'Europe n'est pas de construire un patriotisme européen qui est quand même une base économique, qui parte quand même d'une base économique et donc d'un ADN un peu différent de celui de la France, qui est quand même un pays qui a une histoire très guerrière, au fond, et très politique. Est-ce qu'il y a une chance de voir cette affirmation stratégique européenne naître d'une forme de souveraineté économique européenne? Merci Dominique. Étudiant, là-haut, il y a une question, et je reprendrai une dernière question. Bonsoir. Tu réponds aussi. J'avais une question par rapport à l'intérêt surtout de l'UE d'intégrer l'OTAN, en fait. Assez simple au vu du budget global de défense de l'Europe et de la capacité de l'OTAN à réagir face aux crises en Europe, par exemple la Crimée, avec aussi la volonté des pays européens d'avoir une certaine dépendance face aux États-Unis, le projet des États-Unis de sortir de l'OTAN. Est-ce qu'il y avait un réel intérêt aujourd'hui pour l'Europe d'intégrer l'OTAN ou même pas plutôt de passer par des accords bilatéraux comme vous l'avez dit ou envisagé? Entre l'Union européenne en tant que telle et l'OTAN, c'est ça? Oui, enfin que l'Union européenne intègre l'OTAN vraiment. Est-ce qu'il y aurait un réel intérêt aujourd'hui? D'accord. Alors on va passer la parole à monsieur, je crois qu'il la demande tout de suite, et après on prendra un autre jeu de questions. Merci beaucoup. Posez votre question un peu courte, de façon à ce que nos 2 débattrices puissent avoir le temps de répondre. Monsieur? En matière de transfert de souveraineté, il est un domaine où il y a eu transfert de souveraineté et rien n'était évident au départ. Il y a eu un long chemin qui a abouti à l'euro, la BCE, l'union bancaire. C'est de la sécurité tout cela. Et je me demande au départ, le produit entre guillemets n'était pas fini, on avance plutôt en marchant. Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu la même chose et s'inspirer de ce qui a été fait dans ce domaine en matière de sécurité et de politique de défense? Merci beaucoup. Alors, qui commence? Isabelle? Moi, je veux juste dire rajouter un tout petit truc sur l'Allemagne. Moi, l'opposition me paraît plutôt le problème de l'Allemagne, il est plutôt que politique, il est militaire. Parce que je crois que sa vision politique, elle l'a justement à travers son économique. Par contre,
c'est vrai qu'au niveau militaire, tous les espoirs qui ont été, comment on dit, tous les espoirs datant depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron ont tous été complètement douchés, en fait. Il y a la question du Parlement. L'Allemagne ne peut pas intervenir à l'extérieur de ses frontières sans une autorisation du Parlement. C'est l'inverse de la culture française. Il y a le poids des pacifistes. Et il y a en fait, on a demandé à l'Allemagne d'être comme ça après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que l'Allemagne a fini par changer de culture. Elle a aujourd'hui une culture militaire et de force qui est totalement différente. Et en fait, on ne change pas de culture en un an. C'est beaucoup trop. C'est visiblement demander un effort beaucoup trop rapide et beaucoup trop important à l'Allemagne. Et je crois que cette question, elle est bloquée visiblement pour plusieurs années. Ce qui ne veut pas dire que l'Allemagne ne rechangera pas à nouveau dans 5 ou 6 ans. Mais voilà. Non, moi je pense que tu as raison. L'évolution du consensus, parce qu'il y a un consensus sur la défense nationale en Allemagne, il est beaucoup moins adaptatif que le nôtre finalement. Parce que nous, on a reformé dans les 20 dernières années ce consensus sur des bases complètement différentes, la fin de la conscription, la projection, on pourrait multiplier les éléments. Notre culture d'intervention à l'étranger. Notre culture d'intervention à l'étranger, etc. Donc on a un consensus qui s'est recristallisé en permanence sur des réformes, des modifications complètes de la politique de défense telle qu'elle était au début de la 5e. Pour les Allemands, on touche à quelque chose d'extrêmement sensible, donc il faut intégrer, je pense, vraiment le facteur temps. Le reste, en commentaire sur l'économie est juste, mais je pense qu'y compris dans la vision française et du président Macron, il y avait justement l'idée qu'on aurait des finances publiques assainies qui nous permettraient, voilà, etc. Et je pense que dans la mobilisation des fonds communautaires dans le FEDEF, on a quand même une forme de réponse aussi en disant que là où le calage des finances publiques nous interdit d'aller trop vite en besogne sur les augmentations de budget, on peut l'avoir en revanche par l'augmentation des crédits communautaires. C'est quand même, on l'a déjà évoqué, plusieurs milliards d'euros qui vont être consacrés. Donc aujourd'hui, l'objectif de déficit des finances publiques bloque notre capacité, les uns et les autres, à augmenter notre budget, malgré l'objectif des 2% du PIB. Les crédits communautaires, tu avais l'air de dire que ce n'était pas grand-chose. C'est quand même de l'argent sonnant et trébuchant là où il n'y avait rien comme effort communautaire. Donc, oui, mais ils ne sont toujours pas là. Ils n'ont pas été votés par le Parlement. Après, et personne ne sait si le prochain Parlement va les voter. Il faudra, voilà, ces crédits, presque 30 milliards d'euros dans tous les mécanismes qui peuvent, la mobilité militaire, la recherche, le cyber, etc. C'est quand même de l'argent. Évidemment, c'est dans un cadre financier 21-27 qui impliquera que la nouvelle Commission et le nouveau Parlement les votent. Alors, Nicole. Oui, juste un point sur l'Allemagne pour terminer. Alors, moi, je dirais pas. C'est justement parce que la France et l'Allemagne sont aux deux bouts du spectre, l'un très interventionniste, l'autre très pacifiste, l'un très militaire, l'autre même pas très diplomatique, très autocentré d'une certaine façon, que leur coopération est indispensable. Autrement dit, peut-être que s'il y avait une espèce de normalisation franco-allemande, peut-être que le lien serait plus lâche. Mais c'est justement cette différence qui fait du couple franco-allemand l'espèce de passage obligé. Et d'ailleurs, tous nos partenaires se disent, si les Français et les Allemands sont d'accord sur un truc stratégique, c'est qu'après tout, on peut y aller parce que normalement, ils sont toujours très opposés. À une nuance près quand même dans l'évolution de l'Allemagne, c'est vrai que la conception des Allemands n'a pas changé, c'est-à-dire il y a une réticence très forte à l'usage de la force, ce tabou de la force, de l'usage de la force, le tabou de la puissance n'a pas sauté. L'autre tabou du racisme et de l'antisémitisme a sauté. Il a sauté depuis 2 ans. L'AfD, 13% des votes au Bundestag, est un parti xénophobe, raciste, avec une section juive au sein de son appareil. Donc je pense que le tabou de nazi a sauté en Allemagne. Le tabou de l'usage de la force... Oui, à l'intérieur du parti.
Le tabou de la puissance n'a pas sauté, mais rien n'indique qu'il ne pourra pas sauter un jour. Et l'évolution allemande que je trouve intéressante, c'est quand même la conséquence de leur immense richesse. Aujourd'hui, le budget de défense allemand, sans nucléaire, est presque plus important que le budget de défense français. Et si on passe à 2%, il sera plus important que le nôtre. Et ça pose un problème politique aux Allemands dont on pourrait peut-être profiter pour les amener à davantage d'investissements, disons, d'intérêt collectif européen. Sauf que les militaires français redoutent une chose qui est la germanisation de l'armée française. Oui. Alors, il faut répondre. Il y a attends, la question. Mais j'en ai d'autres, oui, mais justement, il faut y répondre. C'est ce que je vous incite à faire, l'une et l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture stratégique commune, l'initiative européenne d'intervention? Si j'ai bien compris, la culture stratégique commune, c'est une culture stratégique commune pour intervenir. Où est-ce qu'il est? Il est là. Oui. Il te regarde il est suspendu à tes lèvres. L'idée d'Emmanuel Macron, la fameuse IAI, qui a été présentée en septembre 2017 à la Sorbonne avec un certain sens plutôt de culture stratégique et qui est devenue 6 mois plus tard quelque chose de complètement différent, une organisation hors traité qui pourrait faire le pont avec la Grande-Bretagne, avec le potentiel militaire britannique. Donc ça n'a plus strictement rien à voir. Mais moi, je veux bien qu'on ait une culture stratégique commune européenne pour l'intervention, à cette nuance près que moi, je considère une erreur de fonder la défense européenne sur des interventions. Je pense que l'opérationnel, si on fait le bilan des interventions depuis 1991, peut-être qu'on les a mal faites, mais l'opérationnel n'est pas le plus grand succès des Européens en matière stratégique. On a été beaucoup plus efficace en n'utilisant aucun pistolet. On a été efficace sur l'Iran. Depuis 2003, on a convaincu les Américains de nous suivre. On a mené cette négociation avec les Iraniens au nom des Russes, des Chinois, des Américains. C'est quand même pas mal de la part des Européens. On est bien meilleur sans l'usage d'une arme qu'avec les interventions militaires. Troisièmement, qu'est-ce que j'avais? Est-ce que l'Union... Oui, peu en tant que telle. Pardon? Ça. Peut intégrer l'OTAN? Moi, je n'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que l'OTAN est une organisation militaire avec un leadership américain. C'est 1 plus X. Il y a un primus non pares, inférieur, je trouve. Primus inter servi, quelque chose comme ça. L'Union européenne, c'est une association, enfin c'est une union politique qui a 1000 sujets 1000 politiques différentes et qui n'a qu'accessoirement une dimension militaire. Et je ne vois pas comment on pourrait mettre des chefs d'État européens, donc le Conseil de l'Union européenne, sous la dépendance, sous l'autorité d'un président américain. Pour moi, c'est la négation même de l'Union européenne. Donc ça fait réfléchir, c'est Union européenne, Union américaine, UN, tout ce truc que Louis m'avait demandé de traiter aujourd'hui, mais je pense que ça n'a pas de sens politique. Ça n'a pas de sens politique pour moi d'avoir l'Union européenne membre de l'OTAN, ou alors ça voudrait dire qu'il y a un tel degré d'unification politique de l'Europe qu'effectivement que l'Europe politique soit déjà formée, existe déjà, et qu'on aille avec un seul représentant à l'OTAN comme on le fait à l'OMC. Mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas la farine pour préparer le gâteau. Et les transferts, est-ce que l'euro peut être un modèle de transfert de souveraineté? Non. Pourquoi? Parce que ce qui a permis l'euro, ce n'est pas la volonté des Européens, ce n'est pas la continuation de l'histoire européenne. Delors voulait l'union économique et monétaire. Mais ce qui a précipité la création de l'euro, le transfert de souveraineté, la création de la banque centrale indépendante, etc., c'est la réunification allemande. C'est un accident de l'histoire extraordinaire, qui a fait que Mitterrand et Kohl ont décidé de mélanger la souveraineté monétaire allemande et un tout petit bout de souveraineté politique française dans Maastricht, avec l'invention de la PESC d'un côté, de la politique étrangère. Bien sûr que si. Il y a quand même 30 ans de construction à partir du plan Vermeer. On va pas partir sur ce sujet parce que c'est hors sujet. Dominique, monsieur, on en reparlera tout à l'heure. Il y a un autre modèle qu'il faut. Non, je pense... L'accidentel dans la création de l'euro est très important. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est un vrai sujet. Ce qu'on peut quand même dire dans les deux processus de construction, indépendamment du fait que créer une monnaie, c'est un outil, c'est quand même plus simple que ce qui découle, comme l'a dit
Nicole, d'une politique internationale pour avoir une défense commune. Mais l'un, il y a eu un processus au contraire extrêmement construit, extrêmement élaboré, pas à pas, avec des étapes décrites. Et l'autre, au contraire, une construction très empirique parce qu'on fuyait les questions au départ qu'on ne voulait pas poser, c'est-à-dire, et qui se reposent encore aujourd'hui. Dans un cas, le plan Vermeer, on voulait une monnaie unique, et ça a pris de 70 à 2000. Dans le cas de la défense européenne, on ne sait pas si on est d'accord, c'est dans les traités, mais on ne sait pas si on est d'accord pour aller vers une défense européenne. Donc on ne crée pas ce qu'il faudrait, les étapes indispensables permettant de franchir les checkpoints, allant vers la construction de cette défense européenne. Alors, d'autres questions? D'abord les étudiants. J'ai vu que vous aurez la parole, mais d'abord les étudiants. Ici, Louis, Boris. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là-bas, là. Monsieur Labo. Monsieur, oui, on vous donnera la parole. Pas un étudiant, mais bon. Alors, vous y allez? Oui. Bonsoir. Boris Garcia, étudiant parisien. On a beaucoup parlé de volonté politique, de cadre commun pour la défense européenne. Moi, je voudrais peut-être un peu renverser le sujet et vous demander, est-ce que finalement, ce n'est pas par l'aspect technique et opérationnel qu'on pourra peut-être pousser cette défense européenne pour éclairer, si je me pose dans le cadre, dans le domaine militaire, par exemple, je ne sais pas, les hélicoptères, est-ce que, par exemple, une composante qui pourrait être partagée par les Européens, est-ce que le premier chantier, ce ne serait pas tout simplement de prendre les doctrines d'emploi de chaque pays pour la composante d'hélicoptères et la traduire en anglais et pour avoir une doctrine d'emploi commune? Est-ce que ce n'est pas par ce biais technique et opérationnel qu'on n'aura pas une culture stratégique commune qui se développera petit à petit, quitte à y ajouter de grands chantiers, comme je sais pas, une formation des officiers européens par exemple? Est-ce que ce n'est pas par ce biais, en plus, qu'on pourra développer la défense européenne? Voilà ma question, avec un peu mon avis dessus, je vous l'accorde. Merci. Louis? Bonsoir, Louis Lapéry, je suis étudiant également. Alors, juste une question. Au-delà de la différence de culture et de frilosité belliciste qui explique qu'on peut donner pour expliquer le fait que nos alliés européens ne soient pas favorables à une politique européenne de défense, est-ce que ça ne s'explique pas tout simplement par le fait qu'une telle politique serait soumise à l'agenda extérieur français et que, quitte à être finalement soumis à un allié, autant que ce soit les États-Unis qui nous tiennent peut-être avec une bride haute plutôt qu'un allié proche comme la France? Merci, monsieur. Et ensuite, il y a une question là-bas. Mademoiselle, je crois qu'il y a une question avant le départ. Bonsoir. Avec votre permission, Brahima Kamara, j'aimerais vous poser deux questions. La permission, c'est quoi? C'est pour en avoir deux plutôt qu'une. Allez-y. Bon, la première, c'est que l'affirmation de l'ambition stratégique des Européens, est-ce que cette affirmation ne trouve pas un défenseur en la personne du général de Gaulle, lorsqu'il disait, en fait, parlant en fait de sa conception de l'Europe, il parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il me semble qu'en parlant de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, implicitement, il y avait entre les lignes un dépassement de ce cloison atlantique. D'accord, c'est le problème Voilà. avec la Russie. Donc c'est la première question. Deuxième question. Et ma deuxième question, est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'imaginer un livre blanc franco-allemand ou un livre blanc entre les Européens pour effectivement poser les choses et en même temps dire bon, d'où on part et où on veut aller et quelle est effectivement notre ambition commune à partager effectivement dans ce nouveau monde-là. Merci, Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bonsoir, merci. Madame Lasserre, vous avez eu une expression qui m'a interpellé. Vous avez dit la France doit choisir entre maintenir un modèle social sur le point d'exploser et un budget militaire. Alors je suppose que vous l'avez dit sous l'angle économique. Je l'ai surtout dit sous l'angle en posant une question. Oui. Ouais. Mais je la comprends, cette remarque, mais elle m'a interpellé de la manière suivante, c'est-à-dire supposons qu'il faille dégrader notre modèle social. Et supposons qu'il faille le dégrader vers moins de solidarité. Ma question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on a encore envie de le défendre? Je vous remercie. Merci. C'est beau la rhétorique. C'est beau. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question d'un étudiant? Un étudiant, je
Je pense que vous aimeriez l'être, mais comme nous tous. Mais... Bon, allez, je vous en prie, allez-y. Oui, c'est ça. Non, allez-y. D'après vous, quel serait l'impact d'un Brexit sur l'avenir d'une Europe de la défense, puisque l'industrie britannique est très compétente, compétitive et très complémentaire de la nôtre dans ce domaine. Merci. Oui, c'est très clair. Merci bien. Nicole. Alors, première question, est-ce qu'on ne peut pas partir du technique et de l'opérationnel pour pousser la défense européenne? La réponse est non. J'ai peur que vous n'ayez pas compris. Souvent non, hein. Oui, mais parce que c'était tout un des points de mon exposé. Il n'a pas écouté à ce moment-là, parce qu'il aurait compris s'il avait écouté. J'ai dit que l'illusion, et c'était une grande illusion de croire... Vous allez vous réjouir de m'avoir pour professeur. Non, c'est pas vrai, je suis très très cool comme prof. Non, parce que j'ai dit que c'était une illusion de croire qu'à partir de l'industrie, on pouvait faire de la politique. Ben, c'est pareil à partir du technique ou de l'opérationnel. C'est pas parce que vous allez faire des hélicoptères avec un mode d'emploi identique des hélicoptères que vous allez créer une défense européenne. C'est plutôt l'inverse. Vous avez une vision du monde, vous avez un livre blanc, vous avez une doctrine d'emploi, vous avez une pratique de l'usage de la force, et en fonction de ça, vous décidez de commander des hélicoptères qui vous permettent de faire ça, et en commun entre les différents pays. Donc, je ne crois pas, si vous voulez, que, encore une fois, l'opérationnel crée du politique. Mais je comprends qu'on fasse d'abord de l'opérationnel parce que c'est plus facile. Ça a l'air très compliqué, mais en fait, c'est beaucoup plus facile de s'entendre sur des procédures, des arrangements opérationnels. C'est beaucoup plus facile de les négocier que de s'entendre sur des objectifs politiques qui dépassent complètement les appareils militaires. Donc je comprends qu'on le fasse, mais je ne crois pas qu'il faille avoir d'illusions sur leur effet politique. Alors Isabelle, sur le modèle social. Mais je ne suis pas bien sûre d'avoir compris la question. Est-ce que parce que je n'ai pas vraiment compris la question. Mais la question, c'est à partir de quel moment est-ce que tu voudras nous défendre si on n'a plus de sécurité sociale? Est-ce que ça vaut le coup de défendre cette France-là? Est-ce que ça vaut le coup de défendre cette France-là? Oui, ça, monsieur, on travestit agréablement parce votre... Moi, je dis pas qu'il faut dégrader le modèle social, moi. Hein. Oui, non. D'accord. Non, elle veut rester en dessous. Non, mais je serais bien... et en plus, je serais bien embêtée de choisir entre les deux. Donc là n'est pas mon propos. Moi, ce que je remarque, c'est que il y a à la fois des tensions économiques de plus en plus fortes sur ce modèle et qui, à mon avis, ne vont faire qu'augmenter avec l'appauvrissement des classes moyennes, avec les migrants qui arrivent en France. Et cette tension, elle existe vraiment. Et de l'autre côté, on sent une tension parallèle avec... d'un côté, des gens qui demandent vraiment beaucoup plus d'argent pour la défense, parce qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est en train de monter complètement, notamment depuis les attentats. Et en même temps, là aussi, des espèces de contractions, des tensions sur ce modèle militaire qui, en fait, est menacé. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas du tout de réponse. Et je ne suis pas en train de demander l'annulation de la sécurité sociale quand même. Hein. Là, je crois qu'il faut vraiment être totalement clair, mais je pense qu'on ne peut pas se passer de défense non plus. Et c'est un choix totalement dramatique, et je pense que la seule solution, c'est celle que donne Nicole, c'est-à-dire de déléguer des choses au niveau européen, parce que en fait, le social, pas la défense. Oui, absolument, parce que seule la France n'a plus les moyens, et je pense qu'il n'y a pas que la France d'ailleurs, mais c'est chez nous que la tension est la plus vive en ce moment. Alors, sur le Brexit, qui répond? Alors, sur le Brexit, quel serait l'impact d'un Brexit sur l'Europe de la défense? Pourquoi vous dites qu'elle serait? Qu'elle sera? Il y aura Brexit. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura Brexit, et que ce Brexit va se traduire par une tragédie, une catastrophe, y compris une guerre civile ou des choses
émeutes. Positive, oui, oui. Mais j'avais dit que le Brexit se ferait. On me disait que j'étais folle. J'avais dit que Trump gagnerait les élections. On m'a dit que j'étais folle. Je dois dire que c'est vrai. Et je dis qu'il y aura des troubles, voire une guerre civile au Royaume-Uni, et on verra. Je ne le souhaite pas. Mais enfin, la logique est quand même de ce côté-là. Donc, quel sera l'impact sur l'Europe de la défense? Je dirais, il y a déjà eu un impact positif, puisque ça a libéré les Européens du veto que les Britanniques mettaient systématiquement sur tout. Donc, au niveau politique, c'est plutôt positif. Pour la défense, hein, pour le reste, ce n'est pas le cas. Et quant à l'armée britannique, elle n'était pratiquement pas disponible pour les opérations européennes, puisque les Anglais ne voulaient pas, sauf les opérations navales, donc ça ne change rien. En bilatéral, on pourra toujours faire plein de choses avec les Britanniques, mais au niveau de l'Europe de la défense, je crois qu'il n'y a pas d'impact, sauf un impact positif. Mais c'est une toute petite goutte, l'Europe de la défense, dans l'ensemble des conséquences du Brexit, qui, elles, seront négatives et tragiques pour l'ensemble tragique pour les Britanniques, négatif pour les Européens, parce que ce n'est pas un jeu à somme nulle, ça sera une catastrophe monumentale pour les Anglais, ça sera un problème pour nous, mais ça n'est pas la fin de l'Europe. Alors, il y a cela dit sur l'aspect industriel que vous avez évoqué plus précisément, je pense que, et notamment parce que nous avons des partenariats importants avec l'industrie britannique, il va falloir trouver des arrangements, le moment venu, qui conviennent. Il n'y a pas une exclusive, ne serait-ce que parce qu'on a nous-mêmes cherché à faire des mariages dans certains domaines qui sont importants avec les Britanniques. Mais en même temps, voilà, on ne peut pas être dedans et dehors. Donc, mais je pense que vous avez raison, la question sur le plan industriel se pose. Elle se posera d'autant plus que les Britanniques avaient fait quand même, malgré ces coopérations européennes très importantes, je pense par exemple au domaine des missiles, mais pas seulement, avait quand même fait aussi un choix de très forte présence américaine, d'être plutôt équipementier de l'industrie américaine que de défendre un modèle d'autonomie industrielle de l'Europe. Donc la question aussi sur cet angle-là se repose. Je voulais juste ajouter un tout petit truc. Moi, j'ai l'impression que en fait, les Britanniques vont nous manquer dans l'Europe de la défense au niveau de la, pas psychologique, mais au niveau de la culture stratégique, c'est-à-dire que c'est quand même avec les Britanniques que les Français que les militaires français sont les plus proches. C'est un peu une même histoire, c'est une même culture d'intervention à l'étranger, c'est une même culture de dissuasion nucléaire. Et à deux, c'est quand même plus facile de faire pencher la balance de ce côté-là. Non. Non ? Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que le vrai problème de l'Europe de la défense, c'est que les Anglais ne voulaient pas faire de l'Europe de la défense. Et donc, on fait beaucoup de choses avec les Anglais hors Union, mais imaginez qu'on peut utiliser l'Angleterre pour valoriser l'Europe de la défense dans l'Union, c'est ne pas écouter ce que disaient les Anglais qui n'étaient pas d'Europe de la défense. Donc non, je crois qu'on continuera à faire beaucoup de choses en bilatéral avec les Anglais, mais le paradoxe, c'est que les Anglais sont nos meilleurs alliés partenaires en matière de défense, mais que c'est notre pire ennemi en matière de construction de l'Europe de la défense. Et donc on ne peut pas... Tu as toujours eu une fibre pro-britannique. T'as vu, hein? Toujours senti. Je m'améliore même. Je m'améliore. Alors, hein? Qui répond? Il y a deux questions, c'est les deux dernières, mais il faut y répondre. Il y a la question, l'allié lointain ou l'allié proche, le partenaire, etc. Donc ça, c'est le rapport aux États-Unis. Et puis il y a la question, monsieur Atlantique à l'Oural, sur le livre blanc, on y a d'une certaine manière répondu en disant qu'effectivement, voilà, ce serait mieux qu'il y ait un cadre général. Sur la Russie, c'est-à-dire le rapport à la Russie et de l'Atlantique, la question de l'Atlantique à l'Oural. Quelle est l'architecture européenne de sécurité? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les Russes? Alors, vous répondez à l'une, à l'autre, aux deux Sur l'Atlantique à l'Oural, le général de Gaulle avait une vision. Et donc, le monde, pour lui, ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Alliance Atlantique ou de la CE. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une espèce de compatibilité entre un type de relation entre l'Europe et les États-Unis et un type de relation avec la Russie qui ne soit pas purement confrontationnelle. Et là aussi, ça fait partie des incompréhensions, enfin des contradictions entre guillemets françaises. C'est comment construire une dissuasion nucléaire anti-soviétique et en même temps penser l'avenir d'un partenariat de l'Atlantique à l'Oural. La question est identique à celle qui se pose aujourd'hui. Il va bien falloir construire avec la Russie autre chose qu'une espèce d'ignorance hostile
qui est aujourd'hui le mode de relation que l'on a avec la Russie. Et donc la question de l'architecture européenne de sécurité, elle se pose aujourd'hui comme elle se posait autrefois. Quant à... je te laisse l'autre si tu veux. Sinon... Non, sur l'autre, je n'ai pas beaucoup d'idées. Moi, je voulais juste ajouter un tout petit truc sur la Russie, c'est qu'il y a quand même une période après la chute du mur, et notamment sous Boris Yeltsin, où il y a vraiment eu un rapprochement entre la Russie et l'Union européenne, et même entre la Russie et l'OTAN. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce monde-là, quoi. La Russie considère l'OTAN comme un ennemi, et son principal but est d'essayer d'empêcher son élargissement à l'Est. Et elle manifeste parfois elle a parfois des initiatives dont on peut se demander si elles ne sont pas destinées à affaiblir l'Europe. Donc la question aujourd'hui, elle ne se pose pas vraiment. Il faudra sans doute la reposer un jour. Alors est-ce que ce sera possible sous Vladimir Poutine ? Moi, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais il faudra se la reposer, parce que c'est vrai que la Russie est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Quant à l'autre question sur... oui, vous avez raison, c'est vrai que nos partenaires préfèrent participer à un agenda américain, parce que l'Amérique, c'est lointain, c'est quand même puissant, démocratique, ça nous a sauvés 2 fois de nous-mêmes, donc c'est plus acceptable qu'un agenda français d'un pays proche, pas forcément meilleur que les autres, etc. Et que donc, d'une certaine façon, c'est un argument qui renforce encore plus l'Alliance Atlantique qu'une future défense européenne. Beaucoup de nos partenaires nous disent « Nous, on ne veut pas de défense européenne parce qu'on ne veut pas soutenir votre politique coloniale en Afrique. » Ils continuent de nous dire ça. Bon, donc ça, c'est vrai, vous avez raison. C'est une espèce de résurgence, enfin plutôt d'héritage historique qui demeure, qui hypothèque un peu l'Europe de la défense. Bien que du côté américain, quand même, les Européens se sont rendus compte que les politiques extérieures américaines peuvent être extrêmement dangereuses pour les Européens. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le terrorisme et la question des réfugiés en Europe? Qu'est-ce que c'est sinon la résultante en Europe de conflits menés par d'autres sur lesquels les Européens ne sont pas du tout responsables, mais dont ils subissent les conséquences. Nous sommes aujourd'hui en première ligne de conflits que nous n'avons pas voulu, que nous n'avons pas menés, notamment en Irak, mais dont nous subissons les conséquences, alors qu'il n'y a pas un seul réfugié aux États-Unis, comme vous le savez. En Libye, quand même, on a été... À part la Libye, effectivement, avec notre partenaire britannique. Ouais. Quand on fait des choses ensemble, ce n'est pas forcément les meilleures. Bien sûr, madame, vous avez raison. Absolument raison, non, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un des éléments de la prise de conscience des Européens qu'il faudrait passer à une autonomie plus grande, une responsabilité plus grande dans la gestion de l'environnement international et dans l'influence sur les crises, c'est que nous sommes aujourd'hui les victimes des guerres des autres. Le terrorisme et les réfugiés, c'est ça. Et que ça, si on en prend conscience, ça devrait nous amener à avoir, pas forcément une défense commune, mais peut-être une politique étrangère commune pour essayer de trouver une solution durable à ces crises du Moyen-Orient et aux des crises africaines dont on subit les conséquences. Merci à tous. Le grand débat a bien fonctionné encore ce soir. La preuve, on a beaucoup parlé.